Bonjour Dido Amadi, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre dernier film, En route pour le milliard, qui vient de remporter la Colombe d'Or au Festival international du documentaire de Leipzig en Allemagne, le Doc Leipzig. C'est un prix qui vient s'ajouter à une longue liste de reconnaissances et notamment de festivals, de sélections en festivals comme Cannes, Toronto, etc. Mais c'est pas la première fois pour vous parce que vous êtes un réalisateur avec une filmographie qui commence à déjà être assez riche. On pense à Kinshasa Makambo, Atalakou, Maman Colonel, Examen d'État, etc. Est-ce que pour démarrer, vous pourriez nous redonner un peu de contexte sur les enjeux de En route pour le milliard? Merci pour la question. En route pour les milliards, c'est un film sur une guerre oubliée au Congo, en tout cas oubliée de mémoire. Une guerre qu'on a connue dans les années 2000, donc ça fait pratiquement 20 ans. Elle a opposé dans les rues de ma ville natale, Kisangani, deux armées étrangères, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Et pendant 6 jours, ces deux armées se sont affrontées et il y a eu beaucoup de dégâts matériels et humains. Et moi, étant que natif de ces coins du pays, le Congo, maintenant que je suis devenu cinéaste, j'étais voilà, je pense que c'était nécessaire pour moi, important de pouvoir raconter cette histoire, malheureusement aujourd'hui effacée des mémoires. Ok. Alors, donc pour rentrer en matière, on peut déjà commencer par le début et la scène d'ouverture. Donc le film il s'ouvre sur une scène qui est assez forte et poétique, parce qu'il s'agit d'une représentation théâtrale qui est donnée justement par ces personnes qui sont survivantes de la guerre des 6 jours à Kisangani et qu'on va revoir assez régulièrement dans le film, puisqu'il y a une sorte de montage alterné entre leur périple et cette représentation théâtrale. Et ce qui est très beau, c'est qu'on voit ces personnes qui sont visiblement blessées, mutilées, mais ils sont sur scène, ils rayonnent par la couleur de leurs vêtements, par la lumière, ils sont beaux sur scène. Et on dirait que cette scène, en fait, elle annonce un peu le programme du film et le regard que vous voulez porter sur ces personnages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement le regard que vous portez sur ces personnages et donc peut-être que ça me permet aussi de voir quel regard vous portez sur eux en prenant en compte le fait que vous-même, vous avez grandi là-bas et vous avez connu à votre façon la guerre des 6 jours. C'est que j'avais l'ambition justement de traduire dans le film que je voulais faire l'impression que j'avais lors de notre première rencontre avec ces gens. C'est que quand vous le rencontrez, il vous faut 30 minutes, pas plus, pour oublier leur état physique. Parce que on, ce sont des gens mutilés, comme vous veniez de le dire. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que au bout d'un moment, ce qui restait, en fait, ce qui demeurait, c'était euh, leur dignité, leur humanité et leur combativité. Et dès le départ, je voulais que le film ressemble à cette sensation, à cette impression que j'avais eue. Et je trouve que c'est une assez belle métaphore de l'état d'esprit du Congolais en général, des habitants de mon pays. C'est que euh, avec l'histoire qu'on a connue, de problèmes à répétition, de guerre, de l'instabilité politique et tout, finalement, on n'a pas perdu notre humanité. Et même, je pense, pour beaucoup, on a encore l'espoir que l'avenir sera différent. Et c'était, en tant que cinéaste, très important de faire passer, en tout cas de faire allusion à cet état d'esprit qui caractérise énormément des gens de chez moi. Donc, on n'est pas dans la fatalité, même si tout ce qui nous entoure, tous les contextes, tout ce qu'on peut voir pourrait suggérer justement cet état d'esprit. Et donc, ces gens, en tout cas ces victimes que j'ai filmées dans ces films, euh, elles sont exceptionnelles à cause de ça. C'est que
on voit bien que ils ne sont pas que mutilés, ils ne sont pas que victimes de guerre, et que finalement l'humanité ne les a pas quittés malgré tout ce qu'ils ont connu et à travers cette guerre. Et c'était très important de pouvoir le souligner, de le montrer. Et pour le théâtre, je trouvais que c'était, je dirais, une aubaine que dans l'association de victimes, qui est une troupe de théâtre. Au début, il y avait un enjeu assez assez fort pour moi, c'est que ils voulaient utiliser le théâtre qu'ils ont toujours l'habitude de faire dans leur milieu de vie à Kisangani. Ils voulaient utiliser ce théâtre à Kinshasa aussi, donc leur lieu de destination après le périple, et se servir de ce théâtre, de la scène, pour sensibiliser les habitants de la capitale sur cette guerre finalement oubliée, et aussi espérer que grâce à la comédie, au théâtre, à la scène, beaucoup de gens vont adhérer à leur combat, et peut-être que ça va aider à pouvoir aboutir à quelque chose. C'était ça l'idée de départ, voir comment, avec leur talent des comédiens, entre guillemets, ils arriveraient à faire entendre leur voix une fois à Kinshasa, leur lieu de départ. Mais on est arrivé à Kinshasa, comme vous avez pu le remarquer dans le film, dans un contexte électoral assez explosif, assez compliqué. Et du coup, il n'était plus possible, pour eux en tout cas, d'exploiter la scène pour sensibiliser comme ils voulaient le faire. Moi, j'ai récupéré toute la séquence de répétition que je filmais différemment de leur quotidien, parce que j'avais besoin d'avoir formellement une nette distinction entre leur vie au quotidien et aussi ce qu'ils faisaient sur la scène. Et donc, au montage, on s'est dit avec la monteuse que ça sera bien d'exploiter finalement autrement ces images de répétition, un peu en contrepoint de ce que le film raconte au quotidien. Et c'est comme ça que l'idée est restée. Et on a ces films entre, en tout cas, ces scènes de théâtre qui reviennent un peu fréquemment à travers le récit. C'est passionnant, j'ai 1000 questions sur le montage, sur ce qui se passe à Kinshasa, etc. Mais peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, sur le fait que l'humanité n'a pas quitté ces gens, je trouve que c'est quelque chose qui transparaît énormément dans le film. Ce qui est très beau, c'est qu'on voit qu'ils mènent leur combat de façon très digne. Et je trouve qu'une belle métaphore de ça, c'est que dans le film, on voit beaucoup de séquences de marche. Et donc, les séquences de marche nous permettent de voir à quel point ils sont mutilés. On voit qu'ils ont du mal à marcher. Mais en même temps, ils sont debout, ils se tiennent debout et ils avancent. Et je trouve que ça exemplifie bien tout ça. Peut-être, donc, pour pouvoir continuer un petit peu sur le film, il y a une partie du film qui est très importante, qui est centrale, c'est le voyage. Parce que donc, ces personnes partent de Kisangani pour aller à Kinshasa, mais elles n'y vont pas en avion, elles n'y vont pas par la route, elles y vont par la voie du fleuve, par le fleuve Congo. Et donc, concrètement, comment ça se passe pour vous? Combien de temps a duré le voyage? Comment est-ce qu'on continue à être cinéaste dans des conditions qui, j'imagine, sont très compliquées? Concrètement, comment on charge la caméra? Comment on se fait accepter des passagers? Quelle est la relation avec eux? Il me semble d'ailleurs qu'à un moment donné, vous avez dû filmer avec votre téléphone, je crois. Donc, comment est-ce que tout ça s'est passé et comment la relation entre vous et les personnages a peut-être évolué au cours de ce trajet? J'avoue que ce qui m'a emballé dans le projet de film, c'était aussi l'idée de ce voyage. Parce que moi-même, je ne l'avais jamais fait, et je nourrissais un peu un fantasme de découvrir l'arrière-pays à travers le fleuve, de découvrir mon pays à travers ce périple. Et donc, à partir du moment où ils ont décidé de partir, c'était évident qu'ils ne pourraient pas prendre une autre voie que le fleuve, parce que il n'y a pas de route entre la ville de Kisangani et la capitale Kinshasa. Et l'avion, ce n'est pas une option parce que il est hors de portée. En tout cas, circuler en avion au Congo, c'est un des moyens les plus chers qui existent, même à travers le monde, parce que comparativement, partir de Kinshasa à Paris, parfois coûte moins cher que circuler entre deux villes au Congo en avion.
Et donc, vu leur état, donc c'était la seule façon de voyager, c'était de prendre un bateau. Et moi, la première surprise, c'est que, voilà, ne connaissant pas en tout cas comment on voyageait par bateau, je pensais que c'était des vrais bateaux. C'était des bateaux avec des compartiments. Et la première surprise, c'était de me rendre compte que non, il s'agissait des embarcations, voilà, avec de bâches qui vous couvraient et qui étaient censées vous protéger contre les éléments. Et comme il s'est passé du temps entre mon arrivée pour le tournage et le départ, parce que à maintes reprises, ils ont dû reporter le voyage, tout simplement parce que l'argent n'était pas encore réuni, le bateau n'était pas suffisamment chargé pour pouvoir partir, et tout ça nous a retardé. Et moi, j'ai profité de ce moment pour me préparer. Quand j'ai compris les conditions, c'est que je me suis trouvé un groupe électrogène pour pouvoir recharger mes batteries. Et voilà, je fais mes provisions pour pouvoir vivre sous le bateau, les provisions d'eau et des boîtes de conserve et tout ça. Ensuite, il a fallu composer avec d'autres passagers, effectivement, qui n'étaient pas... c'était très mal vu. En tout cas, les gens n'acceptaient pas facilement la caméra. Du coup, j'ai dû basculer sur mon téléphone. Toutes les séquences, la plupart des séquences sur le bateau, c'était fait par mon iPhone. Et ce qui a facilité en tout cas le rapport avec d'autres passagers. Finalement, je passais pour un touriste qu'un cinéaste, donc je pouvais faire un peu ce que je voulais. Et après, on était partis sans vraiment savoir, ni eux ni moi, qu'est-ce qui allait se passer. C'est ce qui est, je pense, assez stimulant dans le documentaire, justement, ce côté improbable, imprévu. Voilà, on s'embarque, on a des idées, on a une intention, mais on ne sait pas tout à fait à quoi va ressembler le film, qu'est-ce qu'on va raconter, sur quoi on va tomber. Et l'idée de départ m'a jamais quitté, c'était d'accompagner ces personnes-là dans leur quête. Et je me suis arrêté à faire ça. Donc, quoi qu'il arrivait, l'important pour moi, c'était de pouvoir montrer tout ça à travers leur regard. Du coup, je ne les ai pas quittés. Et je pense que ça a un peu renforcé aussi un peu plus nos liens. Parce que au départ, certains d'entre eux étaient assez méfiants, suspicieux. Voilà, ne me connaissant pas, ils savaient pas tout à fait ce que je voulais d'eux et pourquoi seulement maintenant, pourquoi j'arrivais seulement sur ce voyage-là, pourquoi pas avant, ainsi de suite. Mais avoir vu comment j'ai pris le même risque qu'eux, voilà, on était pendant pratiquement 1 mois et demi, parce que c'est la durée que nous avons fait sur le bateau. On a connu beaucoup de problèmes, des problèmes de moteur, d'ensablement, d'intempéries, et même on a eu une collision qu'on voit un peu dans le film, qui nous a fait perdre énormément du temps parce que il a fallu après cette collision qu'un autre bateau puisse quitter Kinshasa pour venir nous remorquer parce que l'autre bateau était complètement foutu, pratiquement. Et on a eu trop peur, hein, même moi, même eux, j'imagine. En fait, tout le monde avait eu peur et on a traversé tout ça ensemble. Et c'est là a fini par les convaincre que je ne faisais pas un film contre eux, que j'étais comme eux et que j'étais de leur côté. Et finalement, ça s'est bien passé. On s'est serré les coudes. Au bout d'un moment, je pouvais même pas filmer parce que après cet accident, on s'est retrouvé dans un endroit où on ne pouvait pas avoir du carburant, on pouvait rien avoir et tout. Donc toutes mes batteries étaient à plat. Et pendant tous ces temps, j'étais plus un cinéaste, j'étais juste un passager comme tous les autres, attendant le secours. Et donc voilà un peu ce qui s'est passé pendant ce périple. C'est incroyable.
Et en tout cas, enfin, ce qui est très fort, c'est que donc vous, vos liens sont resserrés avec eux pendant ce voyage inévitablement. Et pour nous, en tant que spectateurs, eh ben, c'est vrai que l'empathie pour ces personnages, elle se renforce aussi pendant ce trajet. Parce qu'évidemment, comme il y a une grande proximité entre les passagers, mais aussi entre eux et nous, on est beaucoup sur des gros plans, etc. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'une fois qu'on arrive à Kinshasa, là, on a une perspective complètement différente, on a un autre point de vue, on a le point de vue du monde extérieur, on voit ces personnages que sur la traversée on voyait en gros plan, désormais on les voit un peu plus petits au milieu du décor urbain, et on se rend compte en fait que voilà, ils sont petits vis-à-vis des institutions politiques du pays. Donc comment est-ce que vous avez vécu un peu cette transition entre un groupe qui se serre les coudes, qui projette un petit peu ses projets de réclamation de droits, de revendications de droits en arrivant à Kinshasa, et l'arrivée à Kinshasa qui est évidemment très compliquée, on les voit essuyer de nombreux refus. Comment est-ce que vous avez senti l'énergie au sein du groupe? Comment est-ce que vous avez adapté un peu votre regard ou géré votre distance avec eux pour continuer à faire ce film? Tout d'abord, je dois avouer aussi que, étant congolais, j'avais trouvé leur démarche un peu naïve. Je savais, moi je vis aujourd'hui à Kinshasa. La plupart d'entre eux n'avaient jamais été à Kinshasa avant. Et il n'y a pas de commune mesure entre leur ville, Kisangani, qui est aussi ma ville, et la capitale Kinshasa, où tout est démesuré. L'espace, le nombre des gens, les institutions sont quasiment inaccessibles. Et quand je les ai entendus parler du voyage, pour essayer de jouer le tout pour le tout, parce que ça faisait 20 ans qu'ils réclamaient euh, réparation et que rien n'arrivait, qu'ils étaient décidés d'aller dans la capitale pour continuer les combats. J'étais sûr qu'ils ne savaient pas à quoi ça, enfin, ils savaient pas qu'est-ce qui les attendait. Voilà, il y avait un côté ras-le-bol que je respectais et je me disais, bah, on va voir ce qui va se passer. Et en tant que cinéaste, il y avait cette opportunité, comme je le disais tout à l'heure, de faire le film parce que la traversée, en tout cas la descente du fleuve, était quelque chose de fondamental dans ma conception du film. Mais j'avais aussi envie justement de traduire en image ce que j'appréhendais plus ou moins de ce voyage, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qui va se passer et quel sera leur rapport à la ville. C'est ainsi que j'ai choisi formellement d'ouvrir un peu le champ à Kinshasa pour que d'une certaine manière que j'arrive à faire ressentir aux spectateurs les côtés, je dirais, dérisoires finalement de toute cette peine qu'on venait de vivre avec eux, toutes ces traversées atroces. Et là, ils arrivaient dans une ville bouillonnante et en plus dans un contexte électoral assez mouvementé. Et c'était très très important pour moi justement de jouer sur ce rapport où qui allait différencier un peu le personnage, le victime avec qui on a traversé le fleuve et les Congolais sans plus qui arrivaient dans leur capitale et qui étaient finalement obligés de se rendre compte de la réalité de leur pays, de leur capitale, de l'insensibilité de dirigeants, de l'indifférence des autres compatriotes et de tout ce que ça suppose. Et moi-même, une fois que je suis arrivé à Kinshasa, le premier réflexe, ce n'était plus vraiment le film. J'avais besoin de recharger mes batteries dans tous les sens du terme. Voilà, nos chemins sont plus ou moins éloignés, pour ne pas dire séparés tout de suite. J'avais envie de rester, en fait, de me changer de vêtements, de prendre une douche, de récupérer un peu, tandis que eux, ils continuaient, voilà, à vivre, à découvrir, à se prendre des plâtres, ça et là, et il n'y avait pas de choix. En fait, ça ne pouvait pas être autrement. Et cela se ressent un peu dans le film. C'est que dans le bateau, on était confinés entre guillemets.
et que il y avait- la seule façon de le filmer, c'était de le filmer de près, parce que j'étais moi-même pas loin. Mais à Kinshasa, j'aurais pris quelque part ma vie, tandis que eux, ils continuaient leur vie. Et après, je continuais le film. Il fallait montrer cette réalité telle qu'elle était, c'est que cette ville demeure quand même euh, une ville très très compliquée, même pour les gens qui y vivent. Et a fortiori pour des personnes qui viennent à peine d'arriver, qui ne l'ont jamais connu, qui n'ont jamais qui n'ont jamais été là, qui n'ont jamais fait ce voyage avant. Et, et toute cette désillusion, voilà, c'était important de la marquer d'une manière ou d'une autre dans le film. Mais c'est vrai qu'on sent vraiment bien ce moment de bascule dans le film, qui est générateur un peu de frustration, de désillusion pour nous comme pour eux. Et donc ça m'a fait penser à une phrase que disait Lao Tse. Il disait le but n'est pas le but, c'est la voie. C'est-à-dire que dans toute démarche, l'objectif n'est pas tant l'objectif en lui-même que le chemin pour y parvenir. Et est-ce que vous pensez qu'on peut appliquer ça au film en se disant que finalement le voyage en lui-même, c'est vraiment un film sur le voyage, c'est peut-être là qu'il y a le plus de choses à retirer pour les personnages, c'est-à-dire la résilience, le fait de se serrer les coudes, d'être solidaire. J'ai l'impression qu'on peut aussi voir toutes les tempêtes, tous les éléments auxquels vous avez dû faire face pendant le voyage, comme une sorte de métaphore de tous les obstacles qui parsèment leur vie. Et donc finalement, l'essentiel pour eux, c'est d'être capable d'être résilient, de serrer les coudes et de surpasser tout ça ensemble. Est-ce qu'on peut interpréter un peu les choses comme ça, d'après vous? Alors, dans le film, c'est clair. Pour moi, même quand j'ai su que finalement, ça n'aboutirait pas à grand-chose, mais le plus important pour moi, c'était cette envie de se battre, même quand tout est perdu à l'avance. Et cela demeure. Et ce n'est pas le plus important, finalement, tout le refus qu'ils ont essuyé euh, à Kinshasa quand ils sont arrivés. Et c'est qui reste, c'est cette humanité que j'évoquais tout à l'heure, cette soif de d'exister malgré tout. Et c'est une belle leçon de vie. En tout cas, pour moi, ils m'ont appris énormément de choses. Ne serait-ce que sur le plan humain. Humainement, c'est des gens voilà, qui vous apprennent beaucoup de choses à la vie. Et ça, pour le film, c'était très bien. Tandis que pour eux-mêmes, je ne sais pas dans quelle mesure le voyage euh, a été quelque chose de, je dirais, de nécessaire pour eux. À quoi ça a changé leur perception dans leur vie, de choses et tout. Simplement parce que j'ai entendu certains qui sont même depuis retournés à Kisangani, qui étaient complètement déçus parce qu'ils se disaient mais tout ça pour ça. Finalement, on a pris tous les risques et ça se voit qu'on est quasiment à la case départ alors qu'on est déjà à Kinshasa. Donc beaucoup sont rentrés, tandis que d'autres sont encore là. D'autres sont même arrivés et ils sont jusqu'à l'heure où je vous parle dans les rues de Kinshasa en train de continuer à faire du bruit, à se faire entendre. Mais malheureusement pour eux, pour l'instant, rien n'a changé. Il y a part de promesses quelque part, mais rien n'a bougé jusqu'ici. Donc il y a ce parallélisme-là à faire entre le film et leur vie de victimes, qui n'a pas vraiment bougé, qui n'a pas vraiment changé malgré le voyage. Et je pense que certains se sont même dit est-ce que ça valait le coup de faire ce voyage pour venir essuyer tous ces refus et tout. Mais ce qui reste dans le film, et pour moi c'est important, c'est avoir rendu témoignage de leur courage et de leur force vitale. J'ai une question maintenant peut-être pour élargir un peu plus sur la fabrication et l'assemblage du film, donc à la fois au tournage puis ensuite au montage.
Au tournage, donc évidemment dans ce film comme dans vos autres films, on voit que vous êtes un héritier de la tradition du cinéma direct et que vous manipulez ce dispositif de façon très pertinente. Est-ce que au fur et à mesure de vos films, en arrivant jusqu'à celui-ci, votre utilisation du cinéma direct a évolué? Comment avez-vous évolué dans cette pratique du cinéma direct? Et ensuite, au montage, alors quand on regarde le film, on imagine qu'il y a beaucoup de travail encore au montage. J'imagine que vous avez ramené plein d'heures de rush, je ne sais pas si vous avez un chiffre ou pas. Et donc ensuite, à la fois, quelles étaient donc les intentions principales au montage, mais aussi peut-être quelles étaient éventuellement les autres pistes qu'aurait pu prendre le montage en fonction des rushs que vous avez rapportés, mais sur lesquels le film, in fine, ne s'est pas concentré. Donc voilà, d'abord au tournage sur le cinéma direct, et ensuite au montage sur les intentions et ce qu'aurait pu encore être le film d'après ce que vous avez rapporté comme image. Moi, alors, après 5 films aujourd'hui, 5 longs métrages et 2 courts métrages, je pense que je n'envisage pas autrement le documentaire que par le cinéma direct. Je trouve que c'est plus excitant, en tout cas pour moi. Cette espèce de vulnérabilité devant le réel, devant l'imprévisible et tout ça, et qui malgré tout, à force de garder un cap et rester dans le cadre de ses intentions, on arrive toujours d'une manière ou d'une autre à trouver un film. Et voilà, je sais pas si je pourrais faire réaliser des films différemment que par le style du cinéma direct. Sauf que avec un peu d'expérience, maintenant je sais que la forme seule ne suffit pas, et que le plus important c'est finalement c'est qu'on arrive à transmettre aux spectateurs grâce à ce qu'on est en train de filmer. C'est pour ça qu'aujourd'hui je pouvais intégrer les théâtres, par exemple, dans le film, parce que j'ai trouvé que c'était nécessaire. Je n'ai pas de problème finalement que les gens me parlent directement quand je trouve que c'est spontané, que c'est intéressant par rapport à ce qui se raconte et tout, je les garde. Donc j'aime beaucoup cette pratique de cinéma direct, mais je suis de plus en plus ouvert sur plein d'autres choses qui peuvent arriver pour sublimer la forme, approfondir le récit et ajouter de la poésie, tout ça. Donc c'est un peu ce que j'ai l'impression d'avoir acquis après toutes ces années d'expérience. Et au montage, alors je dois avouer que c'était un film qu'on n'a pas trouvé tout de suite. Tout simplement parce que j'ai filmé beaucoup et je filmais avec cette idée de compartimenter un peu les moments importants du film. C'est qu'il y avait un début qui s'est déroulé à Kisangani, exposer les personnages, l'endroit, préparer le voyage, ensuite arriver le voyage lui-même, et aussi enfin, et plusieurs fois ces structures n'ont pas marché au montage. Il y avait cette idée d'avoir un personnage central, le personnage de la fille, Sola, et autour duquel graviteraient d'autres personnages, ou alors faire un film des groupes, voilà, où tout le monde serait plus ou moins sur un même pied d'égalité. Et avancer de cette manière-là. On a beaucoup tergiversé. Et aussi la problématique de théâtre, comment l'utiliser, à quel moment pour avoir la forme définitive, on est passé par plein d'autres propositions, d'autres possibilités. Et ce qui a fait que nous avons vachement passé du temps au montage et qu'au final, beaucoup des idées que j'avais au départ n'ont pas été retenues. Je filmais avec une certaine intention beaucoup de scènes et qui malheureusement, même si elles étaient assez fortes de mon point de vue,
ne cadrait plus avec ce que devenait le film. Et c'est toujours ça qui est excitant, en fait. Encore une fois, dans la pratique du documentaire, c'est que euh, même au montage, on continue encore à chercher le film et beaucoup de possibilités restent encore ouvertes. Et on a finalement réussi, je pense, à garder l'intention de départ et à trouver une forme qui fasse un peu, qui soit cohérente. Voilà. Mais c'est vrai que c'est passionnant parce que c'est vrai que le dispositif du cinéma direct a une puissance d'immersion et d'empathie qui est sans commune mesure. Mais c'est vrai que derrière, bah, j'imagine qu'au montage, on a aussi beaucoup de travail pour essayer de trouver l'équilibre dans le film. Donc c'est aussi passionnant justement de partager un peu ces behind the scenes. Donc peut-être une de mes dernières questions. Votre film tourne beaucoup en festival cette année. Donc bon, malheureusement, heureusement, beaucoup d'éditions, beaucoup de festivals se tournent vers un format online, ce qui vous empêche peut-être de rencontrer plus directement le public. Mais comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que ça vous apporte en fait toutes ces diffusions assez larges de vos films, on va dire dans le reste du monde? Et peut-être par opposition, quelle est la réception de vos films en RDC? À quel point est-ce qu'ils sont projetés? Qu'est-ce que vous voyez de leur réception de la part du public? On fait pas de films pour soi-même. Hein. On fait des films pour qu'ils soient vus et quand ils sont vus et reconnus, ça c'est toujours c'est très important pour un auteur, un réalisateur. Et c'est vrai que rien ne vaut la chaleur humaine dans une salle de cinéma, dans un festival où les gens applaudissent ou réagissent d'une manière ou d'une autre au film. Mais voilà, il faut croire que le monde change. Et voilà, je fais plus de festivals dans mon salon que dans d'autres années passées. Et je dirais pas que tout ça est une mauvaise chose parce que je pense que c'était important de pouvoir le montrer, ce film. Euh, et s'il aurait pu passer devant un public, comme des ou trois festivals l'ont fait, hein, parce qu'il y a eu quand même des festivals qui l'ont programmé devant un public. Ouais, ça aurait été chouette, c'est clair, mais j'avoue que je suis quand même content d'avoir pas eu à faire tous ces voyages à travers le monde pour chaque fois aller parler du film, alors que je suis resté à Kinshasa chez moi et j'ai quand même parlé avec beaucoup de gens, beaucoup de public, et qui m'ont fait part de leurs remarques, de leurs suggestions, de tout ce que le film a provoqué chez eux. Et en ce sens, rien n'a vraiment changé. Je sais que le film, il parle aux gens et c'est le plus important. Au Congo, en tout cas, ce film-là, il va être montré pour la première fois à un public la semaine prochaine dans le cadre d'un festival quinois qui s'appelle Fikin. Je pense que c'est un de deux ou trois festivals importants au Congo. Donc, on verra comment les gens vont réagir. Mais souvent, mes films sont reçus, je dirais, ça dépend de chaque film. Il y en a qui ont été pratiquement rejetés parce que c'est un public compliqué, hein, les Congolais. Déjà que on n'a pas beaucoup d'endroits pour diffuser nos films. Le fait d'avoir très peu de salles de cinéma, par exemple. Et souvent, les gens qui viennent pour regarder ce qu'on fait, c'est le film qu'on leur propose, ils sont pas très sympas, en fait, très sympas. Ils sont pas très réceptifs, pas toujours réceptifs de l'image qu'on leur renvoie d'eux-mêmes ou de nous-mêmes. Les gens, même quand ils reconnaissent que c'est un peu ce que nous vivons, mais les Congolais ne sont pas si différents que ça de beaucoup de gens à travers le monde. C'est que le cinéma, c'est un peu aussi quand même de l'évasion, du divertissement. Et moi, dans mes films, je propose très peu cela, si pas du tout. Et parfois, les gens ont envie de voir autre chose que leurs propres problèmes
voilà, et tout ça. Et ce qui fait que parfois on a des débats assez houleux autour du film, assez intéressant aussi, quelquefois. Et aussi, parfois, il y a juste, voilà, c'est cette fierté chez certains de se dire que, voilà, on propose quand même, on se parle, on raconte nos propres histoires. Et c'est ce que nous vivons, et c'est tant mieux que ça soit connu, que ça soit vu. Donc, je dirais qu'au Congo, mes films ne sont pas, je dirais, très introduits, très diffusés, parce que on fait face à ce manque d'infrastructures de cinéma. Mais en même temps, je pratique un cinéma qui n'est pas très populaire au Congo, et qui fait que, voilà, j'atteins très très peu de monde. Mais pour moi, le plus important, c'est que le film soit fait et qu'il reste, parce que c'est un peu comme des livres, et témoigner de notre situation aujourd'hui, telle que nous la connaissons, c'est fondamental, parce que en Afrique, plus généralement, on a un problème de mémoire. Notre mémoire a été constituée par les autres. Et je pense que ce que nous faisons en tant qu'auteurs, réalisateurs, c'est petit à petit commencer à se réapproprier notre mémoire, et à constituer des repères pour de jeunes générations qui viendront. Et en ce sens, ça m'importe peu que le film soit vu largement au Congo ou pas, parce que du moment où ça existe, ça pourra au moins dans quelques années combler le trou que nous on a trouvé en grandissant, parce que voilà, il n'y avait rien qui avait été fait. C'est vrai que c'est un très beau témoignage, et c'est d'autant plus intéressant qu'il me semble avoir lu quelque part, je sais plus si c'est dans le dossier de presse ou ailleurs, qu'en fait vous-même, vous aviez vécu la guerre des 6 jours en étant assez jeune, et que c'est quelque chose qui était un petit peu parti de votre mémoire. Et donc finalement, faire ce film, c'est aussi un travail contre l'oubli, donc je trouve que ça résonne un peu. Donc, en tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment super, j'ai beaucoup aimé cet échange, et bravo pour ce film très, très touchant, poétique et important. Donc, en tout cas, bon courage, il me semble que vous avez des projets un peu variés, fiction, web-série, des choses comme ça. Donc, ouais, bon, écoute, enchanté en tout cas. Super, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.